You only see what your eyes want to see. How can life be what you want it to be? You're frozen when your heart's not open. You're so consumed with. Merci de choisir les programmes de Radio Futur Média. Mesdames et messieurs, bonjour. Une fois n'est pas coutume, j'ai eu l'honneur de vous présenter ce nu de remue-ménage. En une heure ou moins même, nous allons essayer d'aborder plusieurs questions relatives à la justice, la politique, la transparence et cette brouille au sommet de l'État. Pour en parler, j'ai deux invités. Honneur aux dames, Dr Binta Ndiaye, bonjour. Bonjour, c'est un plaisir de participer à cette émission et bonjour aussi à mon frère de la société civile. Vous êtes enseignante, chercheure et coordonnatrice générale du Forum citoyen. À ma gauche, un habitué des ondes de la RFM, Senghane Senghor, mon esclave. Bonjour. Oui, bonjour Sabar, bonjour à toi et merci pour l'invitation. Je salue aussi ma sœur Binette, je salue vos auditeurs et encore une fois, merci beaucoup. Vous êtes juriste et président CNCADO, Convergence africaine pour la démocratie et les droits humains. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Honneur aux dames, on va démarrer par la justice, docteur, avec le Sénégal qui a décidé de suspendre toute extradition vers la France jusqu'à ce que la France réponde favorablement aux demandes. C'est une déclaration de la ministre de la Justice, Yacine Fall, devant les députés. C'était jeudi dernier. Les avocats de Madiambal Diagne aussi ont dénoncé et ils ont qualifié cela de chantage diplomatique. Docteur, cette décision du Sénégal de suspendre les extraditions vers la France marque-t-elle, selon vous, une rupture diplomatique ou simplement l'application stricte du principe de réciprocité entre les États? Merci pour cette pertinente question. Il faut savoir que le principe de réciprocité entre les États aussi peut être qualifié comme étant un désir de souveraineté qui a été affirmé par de plus en plus les États africains qui veulent se libérer de l'ancienne colonie. Effectivement, pourrait-on le qualifier maintenant comme étant du chantage? C'est là où se trouve la grande question. Ou bien peut-elle être qualifié comme étant vraiment un affaiblissement de la coopération, bien de la relation diplomatique que nous pourrons avoir avec la France? Effectivement, les deux questions peuvent être répondues de manière affirmative. Ça peut être un chantage parce que le principe de réciprocité est prévu dans les accords de coopération. Le principe d'extradition aussi est prévu dans les accords de coopération ou bien que ce soit les accords bilatéraux ou bien que ce soit les différentes conventions internationales. Maintenant, si un pays refuse d'extrader quelqu'un qui est condamné, ça pourrait comme conséquence aboutir à un affaiblissement des relations diplomatiques et pire encore, ça peut même avoir des relations directes sur la sécurité de ces différents pays. Parce que imaginez-vous que la France aussi applique le même principe que le Sénégal. Un délinquant, un terroriste, un criminel français peut se réfugier au Sénégal et que le Sénégal aussi refuse de l'extrader. Effectivement, ça peut avoir des conséquences sur la sécurité des différents pays, ça peut avoir des conséquences sur les relations diplomatiques, mais il faut quand même comprendre que les pays aussi, quand ils refusent d'extrader, c'est d'abord sur des bases légales, parce que quand même, il faut garantir le respect des droits humains de la personne qui doit être extradée, mais aussi, il faut aussi garantir que l'extradition ne soit pas seulement à des fins politiques. Donc, si le pays aussi qui le refuse juge, essaie de qualifier ces faits, et je pense qu'on est encore à cette étape, la France est en train de procéder en jugement pour voir effectivement est-ce que d'abord les faits qu'on reproche pour extrader n'entrent pas dans cette catégorie que je viens de dire, ou bien mieux encore, est-ce qu'il ne pourrait pas juger l'affaire sur place? Donc toutes ces questions-là méritent d'être posées. Je pense que la France n'a pas encore dit son dernier mot. Le Sénégal aimerait quand même, je pense, à patienter avant d'aller vers des déclarations qui peuvent avoir des conséquences diplomatiques, des conséquences sécuritaires et même des conséquences de coopération bilatérale entre les deux pays. 55 ans, justement par rapport à cette question, surtout cette mesure, est-ce que cette mesure de suspension peut-elle influencer l'examen par la justice française de la demande d'extradition qui vise Madiambal Diagne? Oui, on pourrait bien le penser. Peut-être que Madame le ministre de la Justice est en train d'anticiper sur une possible décision de refus de la France dans le cadre de l'extradition de Madiambal Diagne, mais aussi, je crois, de notre compatriote Doro Gaye. C'est vrai, comme aussi vient de le dire Dr Binette, l'extradition
l'extradition est un principe vieux qui permet de lutter contre la criminalité transnationale. Et au Sénégal, on extradite depuis très longtemps. Elle-même, elle l'a dit dans son discours. Oui. Ici, il y avait une loi de 1927 remplacée par une loi de 1971 qui pose les conditions. Parce que l'extradition aussi, on n'extradie pas une valise ou un fagot. Oui. C'est un être humain qui est extradé et l'opération s'entoure de aussi toutes les garanties juridiques. Maintenant, je pense que Madame le ministre a mal posé la question pour moi, parce que dans les termes, si on écoute bien comme elle la pose, c'est comme si c'est pas loin d'un échange. Or, il ne s'agit pas d'un échange. Il s'agit de quoi concrètement? C'est une procédure judiciaire assez sérieuse où 3 ministères interviennent. Il y a le ministère de la Justice, il y a le ministère des Affaires étrangères, mais ici aussi, il y a le ministère de l'Intérieur. La France est dans son bon droit en disant « Oui, moi je vais entendre Madiambal Diagne, je vais un peu voir est-ce que la procédure est régulière et peut-être demander au Sénégal des compléments. » Je pense que dans l'affaire Madiambal, l'erreur, c'est une erreur de départ. Moi, c'est comme ça que je conçois la chose, parce que je pense qu'on a un peu précipité les choses puisque Madiambal voulait voyager. On s'est débrouillé pour accélérer le processus pour le retenir. Malheureusement, par ses propres moyens, il s'est débrouillé pour quitter le territoire. À quelle fin aussi? Oui. On peut s'interroger sur les fins. Justement. Sur les fins, on le reconnaît. Moi, je ne sais même pas si Madiambal a fait, n'a pas fait, mais quand même, la justice devait prendre le temps de bien construire avant d'engager une procédure comme ça. Parce que tout laisse croire, en tout cas si on écoute certains spécialistes, que la France risque d'envoyer au Sénégal une fin de non-recevoir dans l'affaire. Ce qui peut ressembler à un camouflet. C'est pourquoi peut-être le ministre de la Justice est en train de prendre les devants et de dire à la France, parce que dans les accords de coopération aussi, ce qu'elle dit est vrai, si l'une des parties n'applique pas, l'autre partie peut refuser d'appliquer. Mais est-ce que cette disposition, ce principe-là est applicable à notre cas? Parce que dans notre cas, c'est la justice française qui se prononce. Or, Madame la ministre apparemment s'adresse aux autorités politiques françaises. Et l'affaire ici n'est pas une affaire politique. Ou peut-être il y a une faible dose de politique, mais c'est une affaire judiciaire. Politico-judiciaire, on peut le dire ainsi. Disons-le comme ça. Docteur Binet Ndiaye, est-ce que vous pensez qu'il y a une précipitation dans cette procédure? Bon, effectivement, c'est comme il vient de le dire, peut-être l'État sénégalais peut s'attendre à ce qu'il y ait, même par rapport à la procédure, par rapport à la manière dont le Sénégal non seulement a géré la chose, après les réactions qu'il y avait eu après, on a vu des arrestations de journalistes tout de suite après que ce monsieur ait été entendu par certains, y compris même par votre organe de presse. Donc du coup, la France peut se dire que est-ce que c'est pas une affaire politique? Dans la mesure où même le monsieur, non seulement il est homme d'affaires, mais il a été aussi candidat à des élections législatives. Donc dès qu'on entre dans la catégorie des affaires politiques, la France, dans les procédures d'extradition, si on juge que l'affaire pourrait être politisée, effectivement, il peut avoir un avis de non-recevoir. La France peut refuser effectivement l'extradition de ce monsieur en se disant que ça pourrait être un procès politique, en se disant que peut-être il peut avoir des tortures ou bien, etc., etc. Donc dans ce cas, le Sénégal pourrait anticiper. C'est une manière un peu de mettre la pression à l'État sénégalais. Toujours, est-ce qu'ils ne sont pas en train de politiser l'affaire dès qu'ils l'amènent au Parlement? Et je pense que ça risque encore d'aggraver ce dossier par rapport à ce que le Sénégal veut effectivement obtenir dans cette affaire. Justement, concrètement, de quelles conditions un État peut-il décider de bloquer des extraditions? Est-ce qu'il y a des conditions qui permettent à un État de faire ce blocage? Effectivement. D'abord, c'est un principe, c'est des principes universels qu'on applique dans toutes les procédures. Quand l'infraction peut être d'abord reconnue par rapport à l'État, il faut d'abord que l'État français puisse reconnaître dans sa juridiction interne l'affaire qui a été demandée par le Sénégal. Ensuite, l'État français doit vérifier est-ce que c'est pas une affaire politique, on risque pas de politiser l'affaire. L'État aussi français doit vérifier est-ce que le mis en cause doit avoir un procès équitable. Donc si ces conditions-là ne sont pas réunies dans le pays où on doit extrader, effectivement, la France pourrait demander même de juger l'affaire parce que c'est extrader ou juger, comme le cas du Sénégal avec l'affaire Hissène Habré. Quand le Sénégal a senti, après la demande d'extradition par le Tchad, quand le Sénégal a étudié le dossier, il a jugé qu'au lieu
extrader Hissène Habré au risque d'avoir une peine de mort ou bien au risque d'avoir des délits de torture ou bien des délits déshumains. Donc, il a décidé lui-même de juger l'affaire à l'interne. Donc, ça, c'est des possibilités, extrader ou juger. Et effectivement, l'État français, s'il se rend compte que nous sommes dans la catégorie, il y a ces risques-là qui pèsent pour ce procès, peut décider de ne pas extrader les messieurs qui sont mis en cause. Senghane Senghor, est-ce courant dans les relations internationales de voir ce cas? Oui, Madame le ministre l'a dit. D'abord, la première règle, c'est que les États n'extradient pas leurs ressortissants. Ça, c'est connu de tous. Deuxièmement, il y a plusieurs choses à vérifier. D'abord, est-ce que la personne aura un procès équitable? Est-ce que l'État en question n'applique pas la peine de mort? Il y a plusieurs choses à vérifier. Et si souvent, et puis l'infraction aussi doivent être reconnues comme telles dans l'autre État. Donc, en dehors de ces conditions-là, il est possible que l'extradition soit acceptée. Mais si ces risques-là existent, mais l'État peut bel et bien refuser d'extrader. Le Sénégal le fait souvent avec certains. J'ai appris qu'il n'y a pas longtemps, ils ont refusé d'extrader un Guinéen. Ça arrive avec la France. Il y a des dossiers qui sont acceptés, d'autres qui ne le sont pas. Entre la France et nous aussi, c'est comme ça que ça se passe. Donc moi, mon problème, c'est pourquoi on veut en faire un problème spécifique et que je trouve aussi que tout ce que Madame le ministre de la Justice a dit à la tribune de l'Assemblée, on pouvait en dire moins, à mon avis. Ce n'était pas la peine de se pencher sur la question jusqu'à ce niveau-là, parce qu'il faut éviter aussi de gêner les relations diplomatiques qu'il y a entre la France et le Sénégal. Justement, les avocats de Madiambal Diagne parlent de chantage diplomatique. Est-ce que cette expression est-elle juridiquement fondée? Non, ça, ce n'est pas une expression juridique. Peut-être c'est une construction des avocats qui veulent aussi répliquer un peu à la hauteur de ce que Madame le ministre a dit. Et les avocats sont aussi dans le droit parce que c'est leur client qui est attaqué, ils savent que aussi c'est leur client qui est visé. Tout ça rentre dans la procédure. Déjà que les déclarations de Madame le ministre vont être versées un peu ou seront évoquées une fois devant les magistrats sénégalais pour dire que voilà, c'est l'État sénégalais qui s'acharne sur M. Madiambal Diagne. Or, ça, c'est des questions qu'on pouvait éviter. Peut-être une question à vous deux. Par rapport à cette suspension, les répercussions, est-ce que ça pourrait avoir des répercussions, surtout sur nos relations entre le Sénégal et la France? Non, je ne le pense pas. Je ne pense pas que parce que c'est une convention. Si l'une des parties n'applique pas, l'autre peut décider de ne pas appliquer. Mon problème, c'est est-ce que dans ce cas-là, on devait évoquer ce principe-là? Parce que dans ce cas-là, c'est pas les autorités politiques en réalité n'ont pas une certaine emprise sur le dossier, n'ont pas la décision, mais la décision elle est judiciaire. C'est un peu moi ça mon problème. Et je me demande même si Madame le ministre utilise ces termes-là face aux autorités politiques françaises, quel effet ça peut avoir sur le juge français qui doit se prononcer? C'est la question que je me pose moi. Docteur, par rapport aux répercussions? Je trouve que quand même, c'est encore très tôt de parler de réciprocité. Surtout que nous sommes dans un contexte d'insécurité globale. Le Sénégal n'a pas intérêt tout le temps à dire que, y compris la France, les deux pays n'ont pas intérêt à être par rapport à cette affaire d'avoir la même position. On gagnerait quand même, comme pour des questions diplomatiques, pour des questions de coopération économique, pour des questions de sécurité internationale, essayer de rapprocher les deux positions. C'est un fait qui est là, c'est un fait qui peut être élagué facilement, qui peut être jugé. Donc, on n'a pas besoin d'en faire une affaire d'État au point que le Sénégal décide d'appliquer la réciprocité à la France. Ça peut avoir effectivement des répercussions d'ordre économique par rapport à la coopération entre le Sénégal et la France, qui commence d'ailleurs à être fragilisée. Des répercussions d'ordre sécuritaire. Un délinquant peut se réfugier, qui fait un crime en France, peut se réfugier au Sénégal, tout en se disant que le Sénégal ne va pas l'extrader parce qu'il y a la règle de la réciprocité. Maintenant, la faiblesse diplomatique, je pense qu'on gagnerait à le renforcer avec tous les États, y compris la France. Nous restons dans ce registre judiciaire avec la réouverture du dossier en diffamation opposant Ousmane Sonko à Madiambal Diagne. On le rappelle, la Cour suprême avait confirmé la condamnation d'Ousmane Sonko pour diffamation. C'était en juillet 2025 à 6 mois de prison avec sursis et 200 millions de francs CFA de dommages et intérêts à verser à Mame Mbaye Niang.
Sonko qui avait annoncé qu'il allait saisir la justice pour obtenir une réouverture du dossier et que c'est ce que la ministre Yacine Fall a informé, que cette procédure est en cours conformément à la loi organique. Alors, docteur, ma question aujourd'hui, sur quels critères la Cour suprême peut-elle accepter ou refuser même l'ouverture d'un dossier déjà jugé, surtout dans une affaire aussi médiatisée que celle qui oppose Ousmane Sonko à Mame Mbaye Niang? Bon, effectivement, la loi organique dont vous parlez, c'est la loi organique qui concernant la Cour suprême. Effectivement, c'est des dispositions légales qui sont prévues, mais au lieu de parler de réouverture d'un dossier, le terme approprié, c'est cela, la révision. On va réviser le procès. Donc maintenant, quelles sont les conditions? Effectivement, la loi le prévoit. Et parmi les conditions, il faut vraiment qu'il y ait des éléments sérieux. C'est-à-dire? Des nouveaux éléments qu'on va mettre sur la table et qui méritent effectivement une révision du procès. C'est à la Cour suprême, effectivement, qui, par rapport aux éléments nouveaux, et j'y ajoute toujours des éléments sérieux nouveaux, qui seront déposés sur la table. Il paraît que... Même Madame la ministre a dit qu'il y a l'existence de nouveaux éléments. Oui, c'est ce qu'elle nous dit, c'est elle-même qui l'annonce. Et donc, c'est à la Cour suprême maintenant si le procès ne sera que révisé. Et dans la révision, on peut soi-même rejeter cette demande de révision, tout comme la Cour suprême peut accepter la demande de révision et revenir sur le procès. Mais en tout cas, il faut quand même qu'on arrive à voir est-ce que réellement il y a des éléments sérieux sur le dossier, sur cette affaire qui a été jugée définitivement selon les lois du Sénégal. Maintenant, s'il y a des éléments nouveaux, effectivement, la Cour suprême peut revenir sur la décision, c'est-à-dire la condamnation, ou bien tout simplement dire qu'en réalité, ce qui a été déposé ne constitue pas d'éléments sérieux sur ce dossier. On maintient la même décision qui a été rendue, c'est-à-dire la condamnation. Et surtout, maintenant, l'autre, tout le monde sait que c'est l'autre risque. Et d'ailleurs, on le sait, c'est le risque, c'était un risque qui s'était avéré en 2020 parce qu'il n'a pas été candidat du fait de cette condamnation. Il y a 2029 qui arrive, donc est-ce qu'on ne veut pas coûte régler ce problème avant 2029? Tout dépendra maintenant de la Cour suprême si elle juge s'il y a des éléments nouveaux sérieux pour réviser le procès, pas réouvrir le procès, réviser le procès et voir s'il maintient la condamnation ou bien tout simplement il rejette la décision. Alors, Senghor, par rapport à cette question, est-ce que ce n'est pas pour une façon pour Ousmane Sonko de réhabiliter sa position politique? Oui, comme Binet vient de le dire, c'est exactement quelque chose qui est prévu par la loi sur la Cour suprême. Ça veut dire que c'est une voie quand même de droit extraordinaire. Et je dis bien extraordinaire. C'est pas pour rien que les dispositions n'ont pas été logées dans le Code de procédure pénale, mais on a voulu, le législateur les a logées dans la loi sur la Cour suprême. Ça veut dire que c'est quelque chose qui arrive très rarement. Si vous regardez l'article 92, je pense qu'il y a 4 cas qui peuvent amener à la révision d'un procès. Les 3 premiers ne nous intéressent pas. Dans le cas de Ousmane Sonko, ce qui semble être le cas, ce qu'ils appellent fait nouveau, c'est peut-être un rapport qui peut être aujourd'hui déposé et qu'ils n'ont pas pu avoir dans le passé. Si je cumule les déclarations que j'ai entendues bien avant et l'évolution du dossier jusqu'à maintenant, c'est peut-être cela qu'on considère comme fait nouveau. Donc, dans la forme, il est possible au ministre de la Justice de l'ouvrir. Parce que dans la procédure aussi, la loi pose les conditions. La loi demande au ministre de la Justice de former une commission qui sera constituée par les différents directeurs de son ministère, de son directeur de cabinet, du premier procureur général de la Cour suprême, donc de magistrats expérimentés qui étudient le dossier et qui se prononcent. Mais leur avis n'est pas un avis conforme. Ça veut dire que l'avis ne lie pas le ministre. C'est pas des faits nouveaux. C'est pas la peine de réouvrir le procès. Madame le ministre peut décider que l'on réouvre le procès. Mais sa décision s'arrête à ce niveau. Tout le reste de la procédure, c'est une affaire de magistrats. C'est les magistrats sénégalais qui vont conduire la procédure. D'abord, la Cour suprême va statuer et voir d'abord est-ce que réellement il y a des faits nouveaux. La question, le dossier peut être fermé à ce niveau. Autre chose,
la Cour suprême, les magistrats qui vont siéger peuvent décider que oui, il y a des éléments nouveaux et renvoyer cela au juge du fond pour que le procès soit repris. Dans tous les cas, pour moi, j'ai parlé de la légalité. Oui. Du point de vue de la légalité, c'est possible. Mais c'est une procédure qui, à mon avis, soulève des questions éthiques. Éthiques, pourquoi? Parce que, est-ce qu'on peut, à partir de sa position au niveau de l'État, entrer en possession de certains documents qu'on n'avait pas avant et dire à la justice, je veux que telle affaire qui me concerne soit reprise? Parce que, en réalité, ils n'ont pas été élus pour utiliser les lois, les textes sénégalais pour régler leurs propres problèmes. C'est pour régler les problèmes des Sénégalais. Moi, c'est le problème éthique que je vois dans la chose. Du côté du fond, parce qu'il y a la forme, mais il y a aussi le fond. Le fond, naturellement. Dans le fond, c'est un jeu à quitte ou double. Il peut gagner comme il peut perdre. Qu'est-ce qu'il peut gagner? Il peut gagner, et ça c'est la grande équation qu'à mon avis qu'il pose à la Cour suprême. Est-ce que la Cour suprême aura le droit de mettre en péril les droits de Mame Mbaye Niang parce qu'un fait nouveau est arrivé, surtout quand ils comprennent dans quelles conditions ce fait a été obtenu? Ça c'est une question que la Cour suprême doit régler. Vous savez ce qui fait la particularité des magistrats qui sont à la Cour suprême? Non. C'est les magistrats qui sont d'abord les plus expérimentés, les plus âgés en général aussi dans notre système et qui gèrent les questions les plus difficiles et les plus complexes. C'est pour cela qu'ils ont la possibilité de décider d'une jurisprudence nouvelle. Et ici, parce que Ousmane Sonko, il a aussi cette particularité de poser des équations à tout le monde. Oui. À l'opposition, à la société civile, à la presse, à tout le monde. C'est tout Sonko. Il soulève tout le temps des équations qui causent problème. Le grand problème que la justice va rencontrer aussi, à mon avis, c'est le délai de 10 jours. Vous êtes journaliste, oui. Vous savez que vos confrères sont souvent condamnés en matière de diffamation, oui. Parce que vous avez 10 jours pour produire les preuves que vous avez. Et si vous n'avez pas de preuves pendant les 10 jours-là, vous êtes condamné, même si vous produisez les preuves après. Je ne sais pas, parce qu'en matière de diffamation, je crois que ce sera la première fois qu'on ait un procès sur la révision d'un procès. Donc c'est toutes ces questions-là, à mon avis, qui me causent problème. Maintenant, l'autre chose, la dernière, et oui. Je pense que c'est par là que je vais finir, je disais que c'est un jeu à quitte ou double, il peut gagner. Et j'ai expliqué s'il gagne les avantages. Mais il peut perdre. Et s'il perd, il va réussir à faire une mise à jour de ce qui agite son dossier de non-éligibilité en 2029. Ça veut dire qu'il va remettre sur la table les arguments pour tous ceux qui disent qu'il ne peut pas être candidat en 2029. Mais c'est à lui de voir. Mais lui, il a clarifié cela. Dimanche dernier, si vous vous souvenez, il a déclaré que personne ne peut l'empêcher de prendre part à une telle élection ici au Sénégal. Il l'a déclaré au théâtre. Au Grand Théâtre. Au Grand Théâtre. Il l'avait dit en 2023, exactement, qu'il souhaite que la justice ne dise pas qu'il ne peut pas être candidat. Mais cette fois-ci aussi, il a une nouvelle posture. Est-ce que ça aussi ne joue pas? Non, ça ne joue pas. Vous savez, nos magistrats là, on aura tout dit sur eux. Moi, je pense que c'est de bons magistrats. Ils rendent de bonnes décisions. Ils sont froids. Non, je voudrais dire que Sonko, peut-être certainement, il a des preuves palpables. C'est pas à lui de... Attention, il part dans un procès. Et un procès, par principe, il n'est jamais gagné d'avance. Ouais. Ça, c'est le principe même. C'est pourquoi certains avocats expérimentés disent toujours un mauvais règlement vaut mieux qu'un bon procès. À chaque fois que vous allez en procès, vous courez des risques. Et peut-être il est conscient de ça. Peut-être ses avocats le lui ont dit, il accepte de courir le risque. Mais s'il a la malchance que en janvier 2029, que la justice déclare qu'il n'est pas éligible, il ne peut pas déposer un dossier, il ne sera pas candidat, sauf s'il dépose son dossier dans la rue. Et comme l'a dit le docteur, hein, c'est un risque, un couteau à double tranchant. Vous suivez l'émission Remue Ménage qui reçoit Dr Binet Ndiaye, enseignante-chercheur et coordonnatrice générale du Forum citoyen, et Senghane Senghor, juriste et président de Sen Kaddu, qui est tellement wolof, hein, mais qui signifie Convergence africaine pour la démocratie et les droits humains. Nous allons parler de l'homme d'affaires sénégalais Tahirou Sarr qui doit comparaître mercredi prochain devant le président du collège des juges d'instruction du pôle judiciaire financier, de même que Farba Ngom, c'est demain lundi 15 décembre.
pratiquement, ils ont les mêmes chefs d'accusation, c'est-à-dire escroquerie sur les deniers publics, blanchiment de capitaux. Docteur, est-ce un tournant décisif dans ces dossiers? Effectivement, on peut répondre par l'affirmatif. C'est un tournant décisif dans ces dossiers, surtout que ce sont deux dossiers très, très, très médiatisés. Et je pense que les deux aussi en ont besoin. Après 9 mois de détention, on ne les a jamais entendus sur le fond du dossier. Et je pense que c'est une occasion pour les deux d'être entendus sur le fond. C'est une occasion aussi pour les deux d'amener les preuves nécessaires qui pourraient les innocenter, les acquitter. Et ça peut même être une occasion pour redemander encore une liberté provisoire. Mais surtout, c'est une occasion pour les deux concernés de pouvoir se prononcer, de pouvoir amener les preuves que ce qu'on les accuse n'existe pas ou bien ça existe. Et je pense que dans ces genres de dossiers, c'est toujours une avancée quand le juge, on suppose que le juge d'instruction maintenant a suffisamment de preuves pour pouvoir écouter les deux concernés et que les deux concernés aussi ont suffisamment d'éléments à présenter au juge pour montrer qu'effectivement ils sont innocents ou bien... D'ailleurs, ils ne peuvent prouver que leur innocence. Parce qu'après 9 mois quand même de détention, tout le monde commençait à... même nous, les acteurs de la société civile, dans les conditions dans lesquelles, surtout pour l'un des deux, Farba, on entend dans lesquelles il est détenu. Plusieurs fois, on a demandé sa libération pour des affaires d'ordre médical. Et c'est une occasion, c'est une opportunité. Enfin, qu'on entend que les deux seront entendus sur le fond. Une partie de la société civile, on ne vous entend plus par rapport à ce genre de dossier. Bon, il y a quand même par principe... Je n'ose pas dire que c'est mou, c'est molle, mais quand même, non, société civile... C'est pas mou, c'est molle. Il y a quand même des gens, des voix qui s'élèvent pour dire que dans les conditions, il est malade. Il y a eu des rapports d'expertise médicaux qui attestent effectivement que sa santé n'est pas compatible avec la vie carcérale. On aurait aimé quand même, d'après ces rapports d'expertise, que le concerné puisse au moins, dans tous les cas, ils ne peuvent pas fuir du Sénégal. On peut les écouter sur le fond à tout moment. On n'a pas besoin de les garder en prison, surtout que l'autre aussi est un homme d'affaires qui est dans son business. On connaît son domicile. Si on veut le prendre, on sait là où on doit aller. Il a des intérêts au Sénégal, il ne peut pas fuir le Sénégal, donc je ne sais pas pour quelle raison on les a mis dans des situations carcérales juste parce que le juge d'instruction est en train d'amasser des preuves. Donc, mais il est justiciable, quoi qu'on puisse dire. Il est justiciable comme tout le monde, mais on peut être justiciable. C'est pas parce qu'on est en prison ou bien on est chez lui qu'on n'est plus justiciable. Je peux être chez moi et être toujours justiciable parce qu'on connaît mon adresse et à chaque fois qu'on m'amène une convocation, je pourrais répondre. Donc la société civile n'est pas à fond. La société civile a parlé. Non, j'ai dit une partie, c'était une pierre. Hein? Une partie. Mais il y a aussi certaines, je veux préciser, il y a une certaine catégorie de la société civile. C'est un principe aussi, quand un dossier est pendant en justice, comme il y a, c'est pas encore élagué, elle ne veut pas se prononcer. C'est un droit qu'on peut les reconnaître et il y a peut-être d'autres parties qui a choisi ce droit. D'accord, pour ne pas dire d'activisme, quoi. 5 ans. Par rapport à cette durée de détention provisoire dans ces deux affaires, est-ce que cette durée est conforme aux standards du droit sénégalais? Oui, parce que d'abord, ils sont poursuivis quand même pour des faits graves. Je ne sais pas s'ils ont fait ou pas. Ma posture de militant des droits de l'homme m'amène à dire qu'ils sont présumés innocents. Ils bénéficient de la présomption d'innocence. Mais les charges pour lesquelles ils sont poursuivis, c'est des charges qui sont graves, des charges criminelles. Je ne sais pas si vous avez vu la loi sur le pôle financier, mais c'est une loi, quand vous êtes poursuivi sur la base de cette loi, vous échappez rarement. Dans la majorité des cas, vous pouvez vous attendre à ce qu'on vous dépose en prison. Comme ils sont poursuivis pour des faits criminels, au Sénégal, la détention criminelle, la moyenne, c'est 3 ans. Il y a des cas qui vont jusqu'à 5 ans même ou plus qui sont en prison détenus pour des faits criminels. Ce que j'entends par faits criminels, c'est des faits qui sont envoyés en instruction et qui attendent encore. Donc, dans leur cas, un peu moins d'1 an pour être entendu, c'est un délai assez raisonnable. Mais là où moi, je ne suis pas d'avis avec la justice, même si souvent je les ménage parce que je sais qu'ils n'ont pas de personnel, surtout le pôle financier. On y a envoyé beaucoup d'infractions et ils n'ont pas le personnel pour traiter de manière avec célérité. Les ressources humaines, quoi. Voilà, les ressources humaines ne suivent pas avec célérité tous ces dossiers-là. Donc tout ça, c'est des excuses pour eux. Mais quand même, quand on est malade jusqu'à un certain niveau, je pense que votre situation peut être étudiée par les juges. C'est pourquoi nous avons souvent, lancé des appels à travers
vos ondes, les télévisions, d'autres médias, pour demander que l'on revoie un peu les conditions de détention. Parce que si on vous met un bracelet électronique, on vous laisse rentrer chez vous, mais vous êtes encore en prison parce que vos déplacements sont contrôlés. Si on vous met en résidence, c'est exactement la même chose. Même si on vous prend votre passeport, vous venez chaque semaine signer, vous n'êtes pas totalement libre. On pouvait aménager un peu la situation de ces gens-là. Et à la décharge aussi de tous nos autres collègues de la société civile, nous ne pouvons pas tout le temps faire la même chose. Quand certains font une chose, ils le font pour le compte d'autres membres de la société civile qui s'occupent aussi à d'autres affaires où nous ne sommes pas présents. Donc c'est un peu ça. La société civile a suffisamment parlé et continue de parler. Nous pensons que pour ces cas-là, où les détenus sont vraiment gravement malades, le juge doit trouver une solution, leur laisser une liberté provisoire, quitte à les mettre en résidence surveillée, avoir un œil sur eux, de façon à ce qu'ils puissent venir répondre à chaque fois que le juge aura besoin d'eux. Le plaidoyer de la société civile est bien entendu, mais je reste avec vous par rapport à ces procédures. Est-ce que ces procédures peuvent-elles être un signal fort dans la lutte contre la corruption? Au début, dans l'intention, c'était ça. Mais la façon dont on fait fonctionner un peu la CENTIF et autres, et qui fait que beaucoup d'acteurs sont en train de critiquer, de s'abattre sur la CENTIF, ça aussi, ça ne renforce pas un peu la justice et les procédures. Quelle est votre position par rapport à... Ma position, c'est qu'il y a des choses à revoir là-bas. Parce qu'on aurait pu modifier la loi sur la CENTIF de façon à ce que la CENTIF puisse au moins entendre la personne. Écouter ses arguments avant de décider d'un renvoi devant un juge ou pas. Deuxièmement, je pense aussi que la loi sur le pool financier, on aurait pu l'alléger. Par exemple, le trafic de migrants, pour moi, ne fait pas grand-chose dans cette loi-là. Parce que tous ceux qui sont arrêtés pour trafic de migrants dans le pays sont obligés d'être acheminés vers le pôle financier. Mais en plus de ce qu'ils vont faire sur la grande criminalité internationale et autres, mais ça va être des procédures qui sont bloquées, qui vont s'étirer dans le temps et finalement qui vont finir par violer les droits des personnes qui sont poursuivies. Parce que malgré toutes ces charges-là, malgré tout ce temps-là que vous mettez en prison, mais après on peut enquêter, vous venez au procès, on vous libère. Et ça va être une perte pour vous, une perte de temps, parce que je sais que le dédommagement ne sera pas à la hauteur. Pour les hommes d'affaires, ça peut même être un handicap ou un affaiblissement de vos entreprises. Parce que vous, capitaine, vous étiez en prison en train de dormir pendant plusieurs mois. Mais à la décharge aussi des autorités actuelles, il faut dire que ces lois-là ont été laissées par le régime de Macky Sall. Et j'ai entendu Aly Ngouille Ndiaye l'accepter dans une émission. D'accord. Docteur, par rapport toujours à la CENTIF et le pôle judiciaire financier, est-ce que selon vous, ils ont les coups de franche pour faire le travail demandé? Si on regarde les lois, la loi qui organise la CENTIF, il faut comprendre que c'est une loi communautaire en fait. Parce que la CENTIF, c'est un organe qui existe dans tous les pays de l'UEMOA, qui travaille sur ce qu'on pourrait appeler le blanchiment de capitaux, mais d'une manière indirecte aussi sur la lutte contre la corruption. Effectivement, ces deux organes-là pourraient être pertinents dans la lutte contre la corruption, peut aussi nous aider à lutter contre la criminalité financière. Mais quand même, au regard, même parfois les lois, elles peuvent être bonnes au début, elles peuvent naître avec des tares congénitales, c'est le cas de la CENTIF, parce que comme ce qu'il vient de dire, il n'y a pas cette double opposition, on n'entend pas la personne qui est contrôlée par la CENTIF. La CENTIF aussi, l'avantage aussi, on ne peut pas lui opposer un secret bancaire, donc il a la possibilité aussi d'aller fouiller sur l'ensemble des comptes des personnes physiques ou morales. Donc ça, quand même, c'est un avantage certain, mais quand même, parfois, les personnes qui font fonctionner les lois peuvent poser aussi problème. Et depuis un certain temps, au niveau de la CENTIF, quand même, on a des soupçons, c'est pas encore confirmé, qu'à la tête de la CENTIF, il peut avoir une personnalité politique. Donc, et ça fait partie des limites qui peuvent s'adjoindre à nos différents corps de contrôle. C'est-à-dire, on n'a pas de garantie de l'appartenance, de la non-appartenance politique à ces gens-là. Donc, il n'y a pas de... C'est comme l'OFNAC, c'est l'ensemble des corps, on ne peut pas être sûr et certain que les personnes qui sont dans ces différents organes ne font pas de la politique. Et généralement, quand ces derniers-là aussi font de la politique, ils peuvent avoir, parce que la politique, elle est toujours partisane. Et elles peuvent avoir un parti pris, et si elles ont un parti pris, elles peuvent cibler certaines personnes, surtout que pour le cas spécifique de Farba, c'est après une déclaration de meeting qu'après il y a eu des poursuites sur Farba, et c'est la CENTIF qui a été activée. Donc du coup, non seulement le problème de moyens peut poser problème, à l'origine ces lois peuvent être efficaces, mais dans la mise en œuvre, avec les personnes aussi qui mettent en œuvre ces différentes lois, surtout avec le problème politique, le critère politique, ça peut fortement handicaper ces différentes
différents organes de contrôle. Toujours justice, un vent de liberté qui souffle depuis un certain temps. Surtout cette semaine, on a eu la libération d'Ibrahima Ba, le fils de l'ancien Premier ministre Amadou Ba, mais également aussi le chauffeur Cheikh Tidiane Seck, qui ont obtenu une liberté provisoire après avoir déposé une caution solidaire de 550 millions de francs CFA. Il y a également aussi Badara Gadiaga, que vous connaissez, le chroniqueur de la TFM, qui a bénéficié d'une liberté provisoire assortie, comme vous le disiez tout à l'heure, du port de bracelet électronique. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Bonne nouvelle qu'il faut relativiser. Parce non, je pose la question. Est-ce une bonne nouvelle? Oui, c'est pourquoi je réponds par... Je dis c'est une bonne nouvelle, oui, mais je pense que Badara quand même n'aurait même pas dû passer 1 heure de temps en prison. Parce que les faits pour lesquels il a mis 150 jours, je crois, ou plus en prison, je pense que la justice ne devait pas l'envoyer en prison. Ça, c'est mon avis. Il est allé en prison parce que nous gardons encore nos vieilles lois. Ces vieilles lois-là qui ont permis d'envoyer le président Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko en prison, nous les gardons encore et nous les appliquons. Et ça, c'est des questions à revoir. Donc, nous espérons que peut-être dans un très bref délai, le juge va enlever de son bracelet électronique-là et le laisser aller vaquer à ses occupations librement. Docteur, par rapport à cette vague de liberté qu'on a eue cette semaine? Bon, moi je considère ça comme étant de très bonnes nouvelles d'ailleurs, parce que nous tous, nous savons que les conditions de détention carcérale au Sénégal sont très difficiles. Nous fusillons tous aussi ce principe de mandat de dépôt automatique délivré par vraiment on ne comprend pas. Nos prisons sont assez pleines. On parle des conditions de détention, on parle de comment faire pour qu'il y ait moins de détenus dans nos prisons. Et ça, c'est des mécanismes. C'est des mécanismes qui existent. Le fait de mettre les gens sous bracelet électrique, ça a été un mécanisme pour décongestionner un peu nos prisons. Le fait aussi de mettre les gens sous liberté provisoire, parce que ça ne veut pas dire que le procès est définitif. Ils doivent toujours répondre par rapport aux faits sur lesquels on les accuse. On doit promouvoir ce genre de décision, laisser les gens qui, parfois même pour des délits mineurs, leur place n'est pas en prison. On peut bel et bien les laisser à la maison, leur donner la liberté provisoire et mettre en place un mécanisme qui les permettrait à chaque fois que le juge a besoin d'aller répondre au juge. Parce qu'ils ne vont pas sortir. Et juger tous ceux qui sont en prison voilà. En prison, quand on va à Rebeuss, les conditions de détention, le nombre, l'effectif qu'il y a là-bas, je pense que ça, c'est une alternative un peu pour décongestionner nos prisons, qui sont actuellement au-delà de la limite prévue. Nous allons parler de cette brouille Senghor. Est-ce que ça existe même au sommet de l'État entre le président et son Premier ministre? Ousmane Sonko même avait déclaré la semaine dernière, dimanche dernier, au Grand Théâtre, disant qu'effectivement, il y a différends entre lui et le chef de l'État. Quelle est votre appréciation par rapport à cette déclaration? Oui, il ne fait que confirmer ce que nous savions déjà. Ah ouais? Parce que, bien sûr, quand un Premier ministre sort pour faire un live, s'attaquer au président de la République, vous oubliez, il y a quelques semaines qu'il a ici parlé du président jusqu'à parler d'un manque d'autorité. Et vous oubliez aussi que... Et la curiosité dans cette affaire-là, c'est qu'il n'y a que Ousmane Sonko qui parle. On n'entend pas l'autre partie. Le président ne dit rien. C'est Sonko qui vient, qui nous dit, vous pensez que j'ai suffisamment de pouvoir. Je ne l'ai pas, c'est lui qui a le pouvoir. Parce que c'est lui qui arrête qui il veut. C'est lui qui vient nous dire, oui, il n'a pas d'autorité. C'est lui qui vient nous dire, oui, il me manque ceci, il me manque cela. Donc c'est lui qui nous apporte les nouvelles. Mais ce qui est sûr, c'est que nous savons qu'il y a un problème entre les deux. Et ça semble être un problème très sérieux de fond. Parce que quand on les écoute, le Premier ministre Ousmane Sonko parle tout le temps de son parti, le président de la République parle du Sénégal et de l'État. Et ça, c'est pas une mince affaire. Moi, je ne serai pas dans le sentimentalisme. Ceux qui disent oui, ils sont condamnés à être ensemble. Je ne suis pas d'avis. À mon avis, ils ne sont pas condamnés à être ensemble. Pourquoi? Parce qu'ils gèrent un État. Et un État, c'est sérieux, c'est nos destinées qu'ils sont en train de gérer. S'ils peuvent s'entendre de façon à ne plus étaler leurs divergences sur la place publique, s'ils peuvent s'entendre de façon à pouvoir régler à l'interne dans leurs différends, comme ça se passe partout dans tout compagnonnage, ils n'ont qu'à aller ensemble et se concentrer sur les priorités des Sénégalais. Si ce n'est pas possible, qu'ils se séparent. Mais s'ils doivent se séparer aussi, nous avons une condition
régionaux à poser. Ils n'ont qu'à y mettre les formes. Ils sont obligés d'y mettre les formes. Et celui qui doit partir n'a qu'à partir et attendre la prochaine élection. Et aller tendre la main au Sénégalais. Et le Sénégal va continuer parce que d'autres avant eux ont fait fonctionner ce pays-là jusqu'à le leur rendre. Et au président de la République, qu'il comprenne une chose fondamentale d'ailleurs. Tous les présidents qui sont passés se sont débrouillés pour remettre le pouvoir entre les mains d'un autre président élu. C'est ce que nous attendons de lui. Docteur Binta, est-ce que vous êtes rassuré par rapport à la déclaration de Ousmane Sonko qui rassure carrément que ce différend n'aura aucun impact dans la gestion de l'État? Bon, non, forcément, parce que quand il y a bruit entre le président de la République et le chef du gouvernement, on ne peut pas dire qu'il ne peut pas avoir d'impact. Quand il y a bruit entre le président de la République, parce que c'est un fait nouveau au Sénégal, c'est un fait inédit, un président de la République qui n'est pas chef de parti, qui ne contrôle pas son parti, qui ne contrôle pas l'Assemblée nationale, qui est encore une autre institution de contre-pouvoir. Donc, s'il y a bruit entre les deux, qui nous dit qu'il ne peut pas avoir d'impact sur le fonctionnement de l'État, malheureusement, tel n'est pas le cas. Forcément, le problème entre Sonko, Premier ministre, et Diomaye, président de la République qui a nommé Sonko par décret, s'ils ont des problèmes, il peut avoir des incidences sur le plan politique entre les deux. Il peut avoir des incidences même sur le fonctionnement des institutions, parce qu'on oublie que celui qui détient l'appareil politique, qui détient le Parlement, est le chef du gouvernement. Le président de la République ne l'est pas. Donc du coup, on souhaiterait quand même ils nous ont vendu un tandem, un binôme. On souhaiterait que ce binôme-là puisse aller jusqu'au bout. Mais si quand même il y a tellement de divergences entre les deux, au point que ça risque de faire bloquer aussi le fonctionnement de l'État, au point que ça risque d'avoir des impacts sur l'intérêt supérieur de l'État, parce que c'est pas entre des individus, c'est pas entre Sonko et Diomaye. La relation qu'ils ont, c'est des relations privées, comme le diraient nos parents de la sous-région, notre chemin n'est pas dedans. Mais quand même, s'il s'agit du président de la République et du chef du gouvernement, je pense qu'ils ont intérêt à puisse trouver un terrain d'entente. Sinon, comme vient de le dire mon frère Senghane, s'ils ne peuvent plus marcher ensemble, qu'ils se séparent tout bonnement, parce que c'est dans la marche de l'État, les changements de premier ministre, il y en a. C'est beaucoup plus facile de changer un premier ministre que s'il n'est pas efficace, de changer un président de la République qui est élu sur la base d'un mandat. Mais il est efficace ou pas? Bon, j'ai dit s'il est beaucoup plus, s'il n'est pas, c'est au président de juger. Non, je vous taquinais. C'est au président de juger. Si juge qu'il n'a pas suffisamment de résultats, c'est lui qui l'a nommé par décret, mais il n'a qu'à se séparer de son Je vous taquinais, docteur. Donc, Senghane, vous pensez que ce différend peut fragiliser carrément l'action gouvernementale? Oui, bien sûr, parce que entre le président de la République et son premier ministre, il doit y avoir une certaine complicité. C'est des gens qui doivent être tout le temps dans la discussion, s'accorder. Maintenant, quand derrière il y a des problèmes politiques latents, des divergences politiques qui les séparent, qui un peu chauffent les relations, mais il va de soi que ça va forcément se répercuter sur la marche de l'État. C'est pas à Sonko de nous le dire, nous-mêmes nous allons constater et voir, parce qu'on a assisté ici à des épisodes où on nous a dit il a boudé la salle du Conseil des ministres. Même si c'est des ouï-dire quoi. Oui, nous avons eu des démentis et autres, mais la suite, ça a été, nous avons compris quand même qu'il y avait des difficultés. Donc, les difficultés ne manquent pas, mais ils doivent avoir des mécanismes pour régler ces difficultés-là. Que ces difficultés-là n'arrivent plus à nous. Parce que ça, c'est normal dans un compagnonnage, mais acceptable jusqu'à une certaine limite. Au-delà, ce n'est pas acceptable. Parce que comme il l'a dit, les gens de PASTEF nous diront, c'est nous qui avons désigné Diomaye. Nous, ce que nous voyons, c'est Diomaye qui s'est présenté et nous l'avons élu. Et c'est à Diomaye que nous demanderons des comptes. Je pense qu'il y a des choses aussi à remettre un peu à l'ordre dans le discours. Et ça, on attend un peu le président de la République aussi sur cette ligne. Il doit continuer à distinguer l'État et le PASTEF. Parce que l'État, nous partageons l'État avec eux. Le PASTEF, c'est une affaire privée. Mon Sen Kadou, c'est mon affaire avec mes amis, les militants de Sen Kadou. C'est valable pour Dr Binet. Donc ça doit être clair dans la tête de tout le monde. Vous parlez de mécanisme tout à l'heure. C'est quel genre de mécanisme vous parliez? La discussion, normalement, à chaque fois qu'il y a des divergences entre eux, ils doivent pouvoir s'asseoir et régler les divergences. Ou bien peut-être s'attacher les services de tierces personnes qui sont à leur côté, qui peuvent un peu rapprocher les positions. Mais normalement, au niveau où ils sont,
je pense que les divergences, en tout cas plus de 90% des divergences ne doivent concerner que le fonctionnement, la gestion de l'État, pas la gestion de PASTEF. Parce qu'ils ne doivent plus avoir beaucoup de temps pour s'occuper de PASTEF maintenant. Et moi, je continue à croire à une chose, je l'ai dit plusieurs fois. Ousmane Sonko, s'il doit être élu en 2029, je pense qu'il le sera plus pour le résultat qu'il fera à la primature que par la politique qu'il fera ensuite. Parce qu'il n'a normalement pas actuellement la possibilité, le temps pour faire de la politique. Ousmane Sonko, l'ami des organisations de la société civile. Docteur Ndiaye, par rapport toujours à cette brouille, est-ce qu'aujourd'hui ce tandem jugé indissociable, est-ce qu'on peut accepter quand même qu'ils se séparent? Pourquoi pas? Quand même, l'État, c'est l'État. L'État a ses règles, l'État a ses fonctionnements, l'État, c'est des institutions. Quand une personne a des problèmes avec l'État, effectivement, si la personne-là ne garantit pas les intérêts de l'État, on peut bel et bien s'en séparer. Maintenant, ils peuvent continuer leur compagnonnage. Ils sont des amis, ça, c'est l'espace privé, ça, c'est leur affaire. Donc là, ils peuvent se dire que c'est un pacte de sang, on ne va jamais se séparer. Mais s'il s'agit des intérêts de l'État du Sénégal, le président de la République a été élu comme garant des institutions. Le président de la République a été élu pour un peu réunir, faire fonctionner cet État. C'est surtout aussi pour garantir l'unité de la nation sénégalaise. Je pense qu'il y a des éléments qui s'ils entrent en compte et que ça menace quand même le fonctionnement de l'État. Surtout que quand on remarque qu'on a aujourd'hui une primature balèze, comme on pourrait le dire. Si la primature ne fonctionne pas, il faut savoir que l'État du Sénégal ne va pas fonctionner. Au regard maintenant des nouvelles missions de la primature. Donc, si le président de la République juge que, et ça, c'est une prérogative du président de la République, s'il juge que j'ai nommé mon premier ministre, il évalue le travail du premier ministre, il se rend compte que par rapport aux missions, les résultats ne suivent pas, le président de la République, ça, c'est d'ordre constitutionnel, c'est d'ordre réglementaire, c'est légal, le président de la République a la possibilité de se séparer de son premier ministre au regard des résultats. Maintenant, entre les deux, Diomaye et Sonko qui ont partagé l'amicale, la faculté et qui ont donné, chacun a donné des frères, qui sont devenus comme des frères et sœurs, ça c'est leur relation. Ils n'ont qu'à signer leur pacte de sang et ça les concerne. Mais pour l'État du Sénégal, quand même, il y a l'intérêt supérieur de la nation. Il y a l'intérêt supérieur de la nation. Peut-être une dernière question par rapport à la transparence. Comment vous évaluez le niveau de transparence de cet État dirigé par Diomaye Faye? Oui, quelque part, moi, je donne des notes positives sur certains points. Parce que depuis qu'ils sont là, quand même, il faut dire la vérité. Moi, je fréquente beaucoup d'administrations, je travaille avec certaines. Les fonctionnaires font attention. Même les démarcheurs aujourd'hui, ils font attention. Ils ont intérêt, quoi. Ça, quand même, il faut le reconnaître et le mettre à leur actif. Parce que sur ce plan, ils ont donné un signal clair que beaucoup ont entendu et ils ont décrypté. Maintenant, ils ont aussi fait d'autres efforts. Parce que la loi sur l'accès à l'information, nous, depuis plusieurs années, nous poussons. Aucun des régimes précédents n'a accepté de voter cette loi. Ils ont accepté de voter la loi et de sortir le décret. Ça prouve une certaine volonté. Maintenant, le reste, dans les faits, il faut faire quelques efforts. Par exemple, moi, je pense que souvent, on laisse les débats aller dans un sens que la communication pouvait régler. Quand M. le Premier ministre est allé à Abu Dhabi récemment, je pense qu'à son retour, il pouvait s'expliquer ou demander à ses services de communication de s'expliquer un peu sur l'objet du voyage. Mais on n'a jusque-là pas d'explication sur les raisons du voyage. Le communiqué du Conseil des ministres suivant n'en a pas parlé, ainsi de suite. Et ça a alimenté la polémique. La polémique, oui, pourquoi il a voyagé en jet privé alors que le Sénégal est dans des difficultés. Et à ce niveau, je dois le dire à sa décharge. Moi, quand j'ai entendu qu'un jet privé est venu les attendre, honnêtement, j'ai abandonné ce débat, je n'écoutais plus parce que je me suis dit, c'est peut-être Abu Dhabi qui a envoyé un jet privé pour venir les prendre. De bonne foi. C'est une possibilité. Oui. Donc, je ne vois pas pourquoi on s'est épanché sur la question. Ça a engendré des explications de part et d'autre. Alors, l'opposition ou ses détracteurs aussi s'étant saisis de la question, on connaît la suite. Mais c'était à lui de communiquer. Et aussi, il y a d'autres questions. Il y a les rapports qu'ils n'ont pas publiés. Vous ne pouvez pas invoquer certains rapports pour salir des pères de famille et ne pas accepter de mettre les rapports sur la table. Ces rapports-là, ils doivent les partager pour que nous, société civile, et tous ceux qui sont intéressés puissent voir puissent un peu apprécier à leur niveau et peut-être s'exprimer ou avoir une idée nette de
ce qui s'est passé. Docteur, par rapport à ce niveau de transparence avec la gestion de Diomaye, devrais-je dire le tandem Diomaye-Sonko? Bon, on peut rester toujours sur notre faim, pas parce qu'ils n'ont pas fait des efforts. Il y a des efforts qui ont été faits, notamment sur la loi sur l'accès à l'information, la loi sur les lanceurs d'alerte, la modification de la loi sur portant création de l'OFNAC. Effectivement, ça, c'est des efforts. Mais on est beaucoup plus exigeant parce que ce tandem-là a été élu sous le sceau du Djoub-Djoubol-Djoubanti. Donc, ce qu'on peut tolérer pour certains, on ne peut pas les tolérer pour eux. Et les faits sont têtus. Et quand on regarde même la publication des rapports d'exécution, parfois, il faut mettre la pression pour que ces rapports sortent. Et quand ces rapports-là sortent, parfois, il y a des rubriques qui ne sont pas claires. C'est des rubriques qui sont opaques, surtout les lignes de dépenses de la primature. Quand ces gens-là sont venus, ils nous ont parlé de fonds secrets, de fonds politiques. Ces fonds-là continuent toujours. On ne sait pas comment ces fonds sont utilisés, alors qu'il y avait des discours avant qu'ils n'arrivent au pouvoir qui militaient. Ces fonds, c'est pour gérer des urgences. En défaveur, mais c'est eux-mêmes qui ont tenu. Mais pire encore, non seulement la présidence a ses fonds secrets, comment on appelle, l'Assemblée nationale a ses fonds politiques, mais pire, maintenant, c'est la primature qui s'y ajoute, alors que ça n'existait pas avant. Donc ça, c'est des faits. L'autre chose aussi, quand le président Diomaye venait juste d'être élu, il a demandé à ce qu'on publie tous les rapports, que les organes de contrôle, effectivement, ont suivi, sauf l'organe qui dépend de lui, c'est-à-dire l'IGE, l'Inspection générale d'État. Et parce que tout simplement, dans la loi qui organise l'IGE n'a pas compétence à publier les rapports. C'est au président de la République de prendre des décrets de déclassification pour que les rapports de l'IGE puissent être publiés. Lui, il n'a pas encore fait ce travail, donc qu'est-ce qu'on attend de lui? Et sans compter aussi, il y a d'autres mécanismes de transparence, les élections, les nouvelles nominations qu'on a vues, est-ce qu'il y a des critères d'apolitique, un directeur, des gens proches du président de la République? Bon, je ne doute pas de leur intégrité, mais qui se retrouvent à des organes de contrôle de lutte contre la corruption. Donc tout ça pour des personnes qui ont été élues sur le sceau du Djoub-Djoubol-Djoubanti, on ne pourrait être beaucoup plus exigeant. Et je pense qu'il y a des choses à faire en matière de transparence pour ce qui les concerne. Docteur Binet Ndiaye, merci. Merci à moi. Je vous remercie sincèrement pour l'occasion, l'opportunité que vous m'offrez à discuter, échanger sur ces sujets qui concernent les Sénégalais. Je rappelle que vous êtes enseignante-chercheur et coordonnatrice générale du Forum citoyen Momadou Senghane Senghor. Merci. Oui, merci Amadou Sabar. Je vous remercie et je vous encourage aussi parce que je sais que vous travaillez dans des conditions souvent difficiles. On n'a pas eu le temps de parler des arrêtés de votre ministre là que la Cour suprême a... Oui, absolument. Absolument. D'habitude, on est les... Comme nous sommes les mots chaussés. Je rappelle que vous êtes juriste et président du CNCADU. C'est la Convergence africaine pour la démocratie et les droits humains. C'est tout pour ce numéro de remue-ménage que j'ai eu le plaisir de vous présenter. À la technique Abdou Khadr Kaderlo, à la présentation, je m'appelle Amadou Sabarba.